Bonjour et bienvenue dans le 14e épisode de Rugby Confidential. Cette semaine, on a une semaine chargée parce qu'on est en plein tournoi destination, on a plein de sujets à aborder. Et pour aborder ces sujets-là aujourd'hui, bien évidemment, Sacha Vallot, comment tu vas ? Ouais, toujours très très heureux d'être avec vous, ça s'enchaîne et je suis très heureux de ça. Alors là, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a quand même une petite spécificité au niveau de la voix du type. On va aborder le sujet. Avant ça, je voulais quand même vous remercier pour tous les abonnements que vous prenez sur les différents réseaux récemment. D'ailleurs, on approche tranquillement de la barre des 20 000 abonnés sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre aussi là-bas si vous nous suivez que sur YouTube ou sur des plateformes d'écoute. N'hésitez pas, ça donne de la force au projet. Ça nous permet de vous proposer plein de nouveaux trucs. Gaël, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien. T'as passé un bon week-end ? Ouais, très bon week-end. T'as fait quoi de particulier ? Moi, j'avais l'anniversaire de mon grand frère. On s'est entraîné vendredi et puis repos après. Dimanche, on t'a aperçu jeudi dernier au tirage de la Coupe de France. Ouais, c'est vrai. Comment ça se passe ? Comment t'es contacté pour ça ? Fabien qui m'a contacté directement, donc le commentateur, et vu que j'ai une bonne entente avec lui, il m'appelle souvent, pas souvent, mais pour aller faire Stade 2 ou des choses comme ça. Donc ça se fait assez simplement, un message WhatsApp et puis voilà. Et du coup, ça se passe comment ? T'as fait quoi exactement là-bas ? En gros, je suis pas resté longtemps, je suis resté 30 minutes pour faire le tirage et pour parler un peu de l'équipe de France, tout simplement. C'est protocolaire vachement, il t'explique... Non, c'est hyper bienveillant, hyper simple. Franchement, le lieu est dingue parce que c'est immense. C'est quand même France Télévisions, donc c'est pas rien. Mais en soi, ça reste très simple et très humain, donc non. Puis t'as eu la main ouais, la main bonne, ouais. Pour Marseille surtout. On en a besoin en ce moment. Et aujourd'hui, entraînement ? Aujourd'hui, entraînement, demain aussi, après-demain aussi. Ça prépare le déplacement à Bayonne ? Ouais, ça va être costaud. Ouais. Donc on se prépare un gros combat. Ils ont perdu 4 fois en 5 matchs, donc ils vont nous attendre de pied ferme. Il y a un besoin de résultat. On en avait parlé quand c'était Toulouse qui avait enchaîné des galères à l'extérieur. Il y a toujours ce moment où prendre l'équipe après qu'elle ait perdu chez elle ou qu'elle ait perdu un match important, c'est dur à chaque fois. C'est toujours très compliqué, et surtout à Bayonne. On connaît ce stade qui est dingue, la ferveur qu'il y a tout autour du club et du stade, donc on s'attend à un gros combat. Et celui qui a vu un gros combat, et pourquoi il a la voix comme ça, c'est Sacha Vallot. Tu étais à Liverpool pour aller voir le match contre Manchester City avec Nicolas, un ami à vous d'ailleurs, un ami à vous deux, très bon ami. Et qui est d'ailleurs auditeur de Rugby Confidential. On en parle des fois quand on se croise, c'est un vrai bonheur. Eh ben, écoute, vous avez passé un bon petit moment, j'ai l'impression. Ah ouf. Ouais, écoute, ça s'entend à ma voix. Hein. J'ai pas parlé de la journée pour essayer d'avoir une bonne voix. C'est vrai qu'il a pris des médocs, il a fait vraiment en sorte d'être bien pour ce soir. Tout. Écoute, j'espère que c'est pas trop mal, mais non, on a vécu un grand moment parce que ça faisait depuis 2003 que City n'avait pas gagné à Liverpool. On allait à Anfield. Sacha, supporter de Manchester City, bien sûr. Ouais, moi j'ai un papa qui était footballeur professionnel, qui a joué en Ligue 1, donc j'ai toujours baigné dans cette culture du foot. Je suis abonné à Manchester City depuis des années, je fais beaucoup de déplacements. Et là, vu que c'était la coupure du top 14, j'en ai profité. Et je me suis régalé, match de fou, on a sauté, chanté, enfin bon, j'espère qu'on m'a pas vu à la caméra parce que je fais n'importe quoi. Anfield, le stade est magnifique, l'ambiance est top et tout. Après, moi forcément j'étais avec les ultras, donc dans le parkage, et je trouve qu'on a mis une meilleure ambiance que Anfield en lui-même, mais c'est vraiment des déplacements top à faire parce que c'est hyper bienveillant. On peut dire ce qu'on veut, le foot anglais, etc. Ouais, bien sûr. Ça se chante, mais c'est hyper bienveillant. On a tous applaudi, tu vois, quand il y a eu la minute pour Diogo Jota, mais qui est mort à la 20e minute, tout le parcage applaudit. Bon, super, je me suis régalé, je suis trop content. En plus, t'as pas arrêté parce que ce week-end, t'as aussi commenté la finale du Super 7 à Paris, la Défense Arena, un peu ton jardin finalement. Exactement. Plus pour longtemps, mais... plus pour l'année, quoi, jusqu'à la fin de l'année. C'était pas mal le 7 ? C'était top, franchement, on a eu de super finales, ça a joué, l'UBB a gagné pour la première fois de son histoire sur une finale magnifique, c'était top, mais le matin, je t'ai regardé à toi. Et c'est vrai, parce que pour ceux qui n'ont pas le contexte, j'ai diffusé ce week-end avec les images, donc une exclue, le Seven, donc l'étape de Perth, c'est la semaine d'avant, j'ai fait la finale des garçons sur l'étape de Singapour. En vrai, on peut en parler un petit peu, parce que c'est... T'as pas porté bonheur là. J'ai pas porté bonheur. Mais les filles sont allées chercher une médaille de bronze. Les filles sont allées chercher une très belle médaille de bronze. En plus, il faut, parce que dans le circuit féminin, c'est toujours un peu compliqué. Il y a 2 équipes ultra dominantes qui sont en Nouvelle-Zélande, Australie. Bref, en gros, c'est presque une première. Il y a donc Rugby Pass FR, donc World Rugby, la tranche qui diffuse, notamment qui gère la diffusion de certaines compétitions, qui m'a donné les droits de diffuser sur ma chaîne.
le Seven. Donc on a fait toute une matinée, on a fait 4 heures de Seven avec les Bleus, avec toutes les autres équipes aussi. Et c'est incroyable. Plus de 25 000 personnes qui sont passées sur la matinée de samedi. Donc c'est colossal. Tu faisais partie de ces gens-là. Ouais, comme France-Australie. Et sur la finale avant, j'ai été aussi en codiffusion avec France Rugby, donc la chaîne de la fédération. Et en vrai, j'ai l'impression que c'est un truc qui se passe un petit peu récemment, qu'entre créateurs de contenu et diffuseurs, il n'y a plus la guerre, tu vois. Je pense que les diffuseurs comprennent aussi qu'on peut bosser ensemble dans la bonne direction. C'est le PCR qui m'a aussi donné les droits d'utiliser des extraits pour ma vidéo en inside avec le Castre Olympique. Et en fait, ça fait une super vidéo, on peut illustrer plein de trucs et on se fait pas concurrence, tu vois. Ouais. Donc vraiment très très bonne expérience. Ça a été Et t'as passé une bonne matinée au moins ? C'était que le début, parce qu'après, je devais aller à la Défense Arena pour préparer les matchs. Mais écoute, franchement, de base, je vais être totalement honnête. Je voulais le regarder sur l'équipe. Ouais. L'équipe était en différé. Moi, il n'y a pas de différé. Et j'ai vu ton post. Je me suis dit, trop bien, mais je vais la regarder. J'ai regardé. Magnifique. Je trouvais que tu commentais plutôt très bien. Ouais, je raconte un peu les saucisses. Mais tu sais, en plus, c'est bien, parce que comme il y a le chat, tu peux discuter. Donc en plus, il y avait des bons joueurs. Il y avait des mecs de top 14 qui étaient là. Ouais, complètement. Mondina, Rebadge, etc. Nelson Epé. Donc, non, c'était sympa. 6 Nations ? Let's go. Bon, on l'a vu, c'était quand même la news de la semaine dernière, on va même pas dire du week-end, parce que c'était un jeudi soir à cause des Jeux Olympiques. Les Bleus l'ont emporté 36-14. Alors, on va pas faire le bilan précis du match, parce que le match était quand même il y a quelques jours maintenant. Par contre, on peut s'arrêter sur quelques individualités, notamment Thomas Ramos. Moi, j'avais envie de parler de Thomas Ramos, messieurs. Mais comment, déjà, question simple, comment il peut avoir cette idée-là de mettre un extérieur du pied en reprise de volée du mauvais pied dans la zone de Louis Bielbiarré? C'est lunaire. Non, mais je crois qu'il l'a dit dans une interview que c'était pas fait exprès. Il y a des fois un facteur chance et faut la provoquer. S'il tape pas le ballon et qu'il garde le ballon, il se fait plaquer. Il y a peut-être en avant, on sait pas, tu vois. Mais il provoque les choses et il tente des choses. Il est en confiance, il tente des choses incroyables. Et il l'a déjà fait plein de fois avec le Stade Toulousain où il tente des coups de pied improbables qui sortent de nulle part et ça passe parce qu'il y croit. Et c'est ce que je te disais aussi sur Antoine Dupont. Il tente des choses que les autres osent pas faire et c'est là où il se démarque. Et quand ça passe, c'est extraordinaire. Là, il a le bon rebond, il a tout. Le truc qu'il dit, c'est juste je sens que je vais être trop court pour l'avoir. Du coup, je mets le pied et je sais qu'il y a Louis dans la zone. Donc voilà, c'est incroyable. Ça aide quand tu sais que t'as Louis et que si tu réussis à prolonger, c'est à coup sûr. Ça, c'est Après, clair. comme dit Gaël, c'est vrai qu'il y a une part de confiance, forcément. Il est en confiance, il réussit beaucoup de choses. Puis il est ultra talentueux et puis on en parle peu parfois, peut-être pas assez, mais ce pied magique qu'il a, quand même, ce pied téléguidé, on parle de Bosviel qui a un pied qui a une main, lui c'est quand même pareil et c'est vrai que vu qu'il est en confiance, ça marche et c'est tant mieux. Thomas Ramos, il a atteint la barre des 500 points en équipe de France. C'est le meilleur réalisateur de l'histoire des Bleus, j'ai envie de dire presque largement maintenant. Il a 500 points. Frédéric Michalak est à 436. Donc ça commence à faire un petit écart maintenant. Derrière, on a Christophe Lamaison 380, Dimitri Ashvili 373 et Morgan Parra 370. Donc là, on a 3 qui sont très serrés. C'est pour vous donner un ordre d'idée d'à quel point Ramos est un scoreur et à quel point il est passé devant. C'est incroyable. C'est fou parce que je crois qu'en rapport sélection et points, il est bien au-dessus de Fred Michalak parce que Fred, je crois qu'il a un truc comme 70 sélections, c'est pas rien. Ouais. Donc ça veut dire qu'il marque énormément et qu'il est hyper rentable pour son équipe. Laurent Labitte, il disait Thomas Ramos est le meilleur joueur au monde aujourd'hui. C'est lui qui reprend la barre du 15 de France, qui distille toujours la bonne passe quand il faut. C'est un génie, il fait du 100%. Il est toujours au sommet en club et en sélection, c'est le patron. Il y a un moment, je trouve qu'il l'illustre bien ce week-end, c'est quand il fait un arrêt de volée sur un coup de pied, un gros coup de pied de pression dans les 22. Il sent que c'est un moment où on n'est pas forcément dans un temps fort. Et là, tu le vois, le geste de allez, on va calmer, on attend que tout le monde se replace, on repart un petit peu de zéro. Et d'ailleurs, après ça, l'équipe de France relève un petit peu la tête. Mais t'as aussi eu ce sentiment de patron quand tu jouais avec lui ? Quand je jouais, il était un peu plus jeune. Et au début, il jouait pas forcément tous les matchs. Donc, c'était d'autres joueurs qui jouaient à sa place. Et depuis quelques années, il prend ce rôle-là. Et c'est un mec qui va finir coach, quoi. Il est fait pour ça. Un peu à l'image de Baptiste Serin, tous ces joueurs-là qui ont énormément de charisme et d'appétence pour ce sport. Donc, c'est un mec qui rassure, qui connaît parfaitement le rugby. C'est un mec qui est créatif, mais qui est aussi très serein sur les basiques. Donc, pour moi, c'est le joueur complet. Parce qu'il n'a pas de super pouvoir, il ne court pas très très vite. Il a un super pouvoir, c'est son jeu au pied pour moi. Ouais. Mais sinon, c'est pas un joueur qui physiquement, comme Louis Bielbiarré, qui peut aller à 38 km/h, mettre des appuis de dingue, etc., la Chessin Colby ou quoi. Non, il est plutôt sur des basiques, mais très très fort. Et il fait tout bien, quoi.
Je suis d'accord avec ce que dit Gaël, je le rejoins, et notamment Gaël, on avait fait dans un podcast précédent qu'est-ce qui fait qu'un joueur est bon ou est excellent. Il parlait notamment de la lecture du jeu. Thomas Ramos, c'est un mec qui scanne énormément. Et après, pour revenir sur son point fort du jeu au pied, moi j'ai été au pôle avec lui, donc je l'ai vu progresser, je l'ai vu grandir. Son jeu au pied, c'est pas inné. C'est un mec qui a énormément travaillé, notamment au Pôle Espoir. C'est un des premiers mecs à accepter de travailler avec un mec en collaboration, un mec qui s'appelle Julien Gauthier, qui aujourd'hui est à Agen et analyse vidéo. Et en fait, il bossait après tous les entraînements, il restait. Tu sais, quand tu t'entraînes au pôle, tu finis, c'est 19h, c'est après les cours. Il restait jusqu'à 20h, on lui gardait des plateaux repas pour qu'il puisse y rester, travailler son jeu au pied, etc. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, quand Thomas Ramos a une pénalité ou une transformation, on est presque surpris quand il la rate. Même quand c'est en coin, même quand c'est en bord de touche. Et ça, mais toutes les équipes en rêvent d'avoir un mec comme ça, parce qu'il est capable de te mettre des points à chaque fois, et c'est des petits points qui comptent, c'est des 2 points, des transformations qui font mal à la tête à l'adversaire, etc. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Ou même, il y a 2 ans, dans un tournoi difficile, sorti de Coupe du Monde, je pense à sa pénalité contre l'Angleterre, qui te fait repasser devant, tu gagnes le match sur ça. Il faut la mettre avec la pression, tu sais que ça se joue à rien. Non, en plus, il absorbe cette pression, il a l'habitude, il s'est construit dans la difficulté, Thomas, donc... c'est un mec qui est serein, qui est sûr de ses forces et qui a beaucoup de caractère, beaucoup d'ego, mais pas mal placé, hyper bien placé. Et pour moi, c'est sa plus grande force. Il a tellement souffert parce que ça n'a jamais été simple pour lui, jamais été évident, facile. Il s'est construit comme ça et c'est pour ça qu'il est aussi fort aujourd'hui. C'est trop intéressant ce que tu dis, Gaël, justement, sur il n'a pas eu un parcours facile. On lui a toujours mis un petit peu des bâtons dans les roues. Au stade, on a recruté Melvin Jaminet, qui est un super joueur. Mais bon, quand tu as Thomas Ramos en équipe de France, ça a toujours été difficile. Et moi, ce que j'aime chez lui, ce que j'apprécie, bon, déjà, c'est un mec qui a une hygiène de vie, c'est un vrai bosseur, j'en parlais un petit peu, mais c'est un des premiers mecs qui, pour moi, a accepté de sortir de sa zone de confort. Notamment quand il était à Toulouse, Guy Novès, il a mis du temps à lui faire confiance, à l'image d'un François Cros, tu vois, le mec qui traversait le terrain en espoir. Il venait, il faisait un peu que les boucliers, etc. Il a demandé à aller en Pro D2. Je trouve qu'il a ouvert la voie justement pour les jeunes de dire moi je vais aller en Pro D2, moi je vais montrer que je vais cartonner et je vais revenir, on va me faire confiance. Ça a été un des premiers qui a fait ça. Et je trouve qu'il fallait à l'époque, quand tu es au Stade Toulousain, que tu pars jouer à Colomiers, c'est quand même pas le même standing. Bien sûr. Il fallait avoir l'audace, la sérénité de se dire je vais y aller, je vais leur montrer. Et ça, pour le coup, bravo. C'est l'exigence aussi qui fait de lui un joueur spécial, je pense. Ouais, totalement. Il est jamais satisfait de ses matchs, honnêtement. Quand tu fais des retours avec lui, il y a plein de détails qui lui vont pas et donc il pousse le truc à l'extrême. Et c'est sa grande qualité. Je pense que c'est un passionné de ce sport et il est très rigoureux envers tous les détails et c'est comme ça que ça marche. Ronan O'Gara a dit à son sujet « Aucune équipe de rugby au monde n'est aussi dévastatrice que les Français lorsqu'ils ont le vent en poupe. Thomas Ramos joue un jeu différent, à un rythme plus rapide. C'est un joueur exceptionnel, le meilleur parmi les meilleurs. » C'est fou comme il commence à faire dans les yeux du public et dans les yeux des suiveurs, des spécialistes comme Ronan O'Gara, l'unanimité quoi maintenant. Et ensuite on peut se poser quand même la question, parce que je trouve que c'est dingue, mais on n'en parle pas tant que ça. Est-ce qu'on banalise finalement ce que fait Thomas Ramos des fois ? Moi, je trouve qu'on en parle pas mal ces dernières années, surtout les 2 dernières années. Ouais, on l'a banalisé avant, et parce que c'était pas forcément une évidence. Il était très bon au Stade Toulousain, mais en équipe nationale, il jouait pas trop. Et là, ça fait quelques années qu'il a vraiment pris une place de titulaire et de patron et de leader. Et on en parle de plus en plus, mais c'est pas la première fois qu'on parle comme ça de lui. Ouais, mais tu vois, par exemple, il est rarement dans genre le 15 type mondial, ou alors des fois il va y avoir un classement, pour citer les amis de Rugby Pass, il y a 1 an il était à la 70e place, alors que c'est... Tu vois, c'est des trucs où j'ai l'impression que des fois on trouve toujours un mec à mettre un peu devant, etc. Le classement Rugby Pass, il était pas... Mais je pense que je les soupçonne de faire exprès pour en parler, tu sais, pour qu'on en parle. Parce qu'on est d'accord qu'il était pas... Il était bizarre, voilà. Il était étrange, il était surprenant. Mais non, mais tu vois, je veux dire que c'est un mec aujourd'hui, tu le mets meilleur 15 du monde, c'est pas choquant. Et après, c'est toujours pareil, c'est les équipes qui gagnent. Et l'équipe de France gagne, mais t'avais l'Irlande qui gagnait aussi. Donc t'as Keenan qui est un super joueur. T'as la Nouvelle-Zélande qui gagne énormément. Donc ils vont mettre les frères Jordan ou Barrett. T'as l'Afrique du Sud, donc ils vont mettre Chassin Colby ou Willem C. Et c'est souvent l'équipe qui gagne qui remporte le titre. Ndembélé, s'il avait peut-être pas gagné la Ligue des Champions, on ne saurait pas s'il aurait gagné la Ligue. C'est souvent ça quand même. Donc après, t'as des joueurs fantasques. Thomas, il l'a un peu moins. Il arrive à faire des gestes comme ce jeudi où il fait son geste de dingue, mais il est quand même très serein dans ce qu'il fait. Il fait des basiques, il les fait bien, etc. Et t'as des joueurs comme Chassin Colby qui mettent des crochets dévastateurs.
Tu vois, tu as des joueurs un peu comme ça, un peu plus fantasques, on va dire. L'équipe Jordan, de France, par exemple, il en fait partie aussi. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas de souci. Je disais, l'équipe de France, ce jeudi, elle a joué avec 5 troisième lignes finalement, avec Charles Olivon et Guillard sur la deuxième ligne. Après, donc Kroos, Djegou et Jelon, c'est une équipe qui avait un pack ultra mobile. On peut parler notamment de Mickaël Guillard et du match de Mickaël Guillard. Bon, c'est n'importe quoi. Ouais, on en parlait juste avant dans le live. Il est en pleine montée dans tous les domaines. Enfin, il est exceptionnel et je l'attendais pas à ce niveau. Je le trouvais exceptionnel, hein, honnêtement. Mais je pensais pas qu'il allait faire un match aussi abouti. Et honnêtement, c'est le plus gros match qu'il ait fait jusqu'à présent. Pour être totalement transparent sur Mika Guillard, c'est quelqu'un qui suit pas mal les réseaux, qui apparaît des fois dans les chats Twitch, qui est un peu gamer et tout. Je pense que certains l'ont compris. Du coup, c'est vrai qu'on est en contact depuis un petit moment maintenant. Donc, j'ai quand même un œil particulier sur lui. C'est quand tu as quelqu'un que tu apprécies, que tu connais un peu, tu regardes de manière un peu plus précise. Tu sens vraiment la marge de progression. Elle est dingue. C'est aussi un excellent plaqueur. C'est pas le plus gros point qu'on a eu ce week-end, même s'il a quand même fait railler. Ouais. C'est aussi un excellent plaqueur en top 14, un des meilleurs plaqueurs du championnat. Donc j'ai envie de dire, pour ceux qui ont un œil sur le loup, qui n'est pas forcément l'équipe la plus visible, on le sentait que ça pouvait arriver ces matchs de l'explosion, tu vois. Ouais, j'ai l'impression que le match de l'Irlande représente totalement ça. Mais t'as tout résumé. Quand t'es dans une équipe qui est en difficulté, sans manquer de respect au loup, où ils font pas forcément des performances comme peut le faire Bordeaux ou Toulouse, des équipes qui gagnent des championnats, etc. Bah forcément, on le voit un peu moins briller que quand il est en équipe de France. En équipe de France, il est à un autre niveau, quoi. Et on le voit vraiment, même s'il est très performant avec Lyon. Mais là, il se démarque vraiment parce qu'il est en pleine possession de tous ses moyens. Utilisé un peu comme un 8 sur toutes les prises de balles et tout, ça va penser quoi moi, je vous rejoins. Mais du pack moi, même, je peux te demander par extension. Sur Guillard, c'est un mec dont on parle assez peu. C'est un mec assez discret quand même, qui est capable de jouer 8 et 5 et qui est ultra performant. Il a quand même fait une tournée quasi exceptionnelle. On l'attendait presque en poste de numéro 8. Et en fait, avoir un mec qui est capable de jouer 5, d'être monstrueux, et de jouer 8 et qui est monstrueux, il est ultra polyvalent, il est à la fois un gros porteur, mais à la fois il se déplace. Ouais. Ça, pour moi, c'est ça qui a été la force. Il saute en touche. Ouais. Exactement, c'est ça qui a été la force. Tu peux d'avoir 5 troisième ligne. Aujourd'hui, mettre Olivon en seconde ligne, qui est capable d'aller marquer l'essai en poursuite, etc., d'avoir un Djegou. C'est la passe du 5 au 4, d'ailleurs, pour l'équipe de France. Tu as une activité, en fait, et donc tu n'as jamais été pris défensivement. Ouais. Et t'as toujours été dans l'avancée perpétuelle parce que du coup t'as des mecs qui sont pas fatigués, qui ont un gros coffre, qui se replacent vite, qui sont puissants. T'ajoutes à ça François Kroos, t'ajoutes à ça Anthony Gelon, mais t'es équipé. C'est énorme. Et puis t'as la mobilité, le truc c'est que tu déplaces tout le monde et puis tu gagnes toutes tes collisions en plus de ça. Ça c'est le truc quand même où là ça a été hyper positif la première mi-temps. Je pense que t'as pas une collision un peu négative, quoi. Ouais, totalement. Ça a été. Et je pense que c'est ça qui amène aussi la première mi-temps à 0 faute. Ouais. Tu vois, ultra discipline. Tu domines tout le temps. Ouais, tu domines tout le temps. T'as des mecs qui font que courir et qui du coup sont jamais hors jeu. C'était le problème de l'équipe de France. Pour la petite anecdote, donc l'équipe de France a concédé aucune pénalité jusqu'à la 45e, donc 44-30, un truc comme ça. Et c'est une première depuis que Opta collecte les données. Donc Opta, c'est entreprise de statistiques autour du sport, et là en l'occurrence le rugby. Donc depuis 2010, c'est la première fois qu'il y a une équipe qui est pénalisée aussi tard. 0 sur la première mi-temps, c'est dingue. C'est ce qui fait que la première mi-temps est parfaite. Bah oui, à ce niveau-là, quand tu fais 0 faute, déjà tu donnes pas de possession haute dans ton camp, et donc tu réduis les marges d'erreur et les fautes qui suivent derrière. Ouais. C'est certain. On dit souvent que dans un match international, c'est 10 fautes, grand max, sinon t'es dépassé complètement. Là, je crois qu'ils finissent à 4 fautes de mémoire. C'est dans la tranche ultra faible. Et en fait, ça correspond avec la première mi-temps où l'Irlande a été asphyxiée. Même si, ça c'est un autre sujet, mais je trouvais quand même une Irlande assez faible pour le coup. Ah, mais complètement. En perdition totale. Mais en fait, j'ai envie de dire par extension, on le ressentait un peu déjà l'année dernière, ou à travers le Leinster cette année, où tu sens qu'il y a des mecs qui sont moins en forme. C'est aussi l'un des facteurs qui fait qu'on a roulé sur cette équipe. On est en forme quand eux ne le sont pas, et je pense qu'on les reverra pas en forme tout de suite. Non. Après, là, il en manque quand même 8 gros joueurs qui auraient pu faire des très, très grosses différences. Donc, il faut être cohérent sur ça, mais en dehors de ça, ils doivent être à un autre niveau, c'est certain. On le voit avec l'équipe du Leinster où ils ne performent pas forcément, ils ne sont pas au-dessus du lot.
Donc on le sentait arriver, mais c'est vrai qu'en plus, si il te manque tes 8 meilleurs joueurs et tes leaders qui sont là depuis 40 piges, ça devient très compliqué. Je trouve que le seul vrai danger, en tout cas sur cette première mi-temps, qui aurait pu nous mettre à la faute, c'est Kalen Doris qui a été vraiment dur à gérer sur tout ça. Mais pour revenir rapidement sur la discipline, c'est le gros secteur qui avait aussi posé problème sur la tournée il y a de ça quelques mois. Donc en fait, ça a dû faire aussi beaucoup de bien au staff, aux joueurs, aux supporters de se dire ok, là l'équipe avait une discipline à toute épreuve. Ça va être aussi l'un des points clés, j'imagine, des prochains matchs. Mais il y a aussi eu un point assez intéressant, c'est que il y a eu la titularisation de Mathieu Jalibert qui était attendu. On en a parlé notamment dans le podcast. Je pense que c'est un des sujets les plus abordés en France début 2026. Mathieu Jalibert, il fait 11 sur 12 sur la défense individuelle, donc le plaquage. Il met d'ailleurs 2 plaquages offensifs. Je suis assez curieux d'avoir ton avis, Gaël, parce que d'ailleurs, il était souvent positionné en 13 en défense. Pour lui éviter ces zones d'affrontement et garder la lucidité. Je pense qu'en tant que numéro 10, tu as des 10 qui aiment bien ferrailler comme Romain Tamac ou Sissa Keïté parce qu'il est plus costaud, etc. Mais Mathieu, si tu peux lui enlever ces 2-3 plaquages ça va vraiment le chercher directement. Ça va le chercher directement, où les mecs arrivent avec beaucoup de vitesse, beaucoup d'intensité. Forcément, c'est un plus. Vaut mieux mettre Yoram Moefana pour absorber ces défenses-là. Mais je trouve qu'il a mis un gros focus sur sa défense depuis pas mal de temps. Il s'y file même à Bordeaux. Il en loupe de temps en temps parce que et forcément, physiquement, il est un peu moins costaud. Mais en tout cas, sur l'état d'esprit, il a fait un énorme travail, ça se voit. Ouais, et puis pour rebondir sur ce que dit Gaël, je trouve que tu te fragilises pas du tout en le mettant au poste de 13. Ouais. Souvent, on peut dire que c'est des aveux de faiblesse, des équipes, le mettre un 10 à l'aile ou quoi. Mathieu Jalibert, il a quand même aussi un super pouvoir, c'est sa vitesse, sa capacité d'accélération. Quand tu le mets au poste de 13, Gaël le sait, tu es obligé de couvrir dans le dos. Des fois, tu te fixes un petit peu. Il a quand même cette vitesse aussi pour récupérer les mecs. Donc, en fait, tu te fragilises pas. Et lui montre aussi ses qualités. Et derrière, ça lui a permis d'avoir des plaquages dominants parce qu'il monte vite maintenant. Enfin, je trouve qu'il monte assez fort. Il plaque parfois haut. Il a du soutien de ses troisième lignes ou de ses avants. Et ça en fait que c'est un joueur de plus en plus complet. En fait, l'avantage de le faire défendre en 13, c'est que on utilise sa vitesse et tu as beaucoup moins de frontal dans cette zone-là. Totalement. Par contre, c'est beaucoup plus de défense dans l'espace, de lecture. C'est aussi difficile en soi. Et surtout sur ce match, il ne faut pas oublier qu'il pleuvait des cordes. Donc forcément, déjà pour écarter un ballon, on savait que les zones elles étaient un peu plus réduites. Donc ils allaient attaquer cette zone-là. Et l'adversaire, il ne le sait pas qu'il va défendre 13. Donc, quand il le voit en 13, leurs combinaisons, elles ne sont peut-être pas adaptées aussi à ce qu'ils avaient prévu. Donc, il y a plein de petits facteurs comme ça qui peuvent embêter l'équipe adverse. Il y a eu une progression aussi du côté du 15 de France Week-end, c'est les duels aériens. Ça a été... ils ont été énormes sous les duels. Et l'adaptation des comportements autour des zones de chute du ballon aussi. On a vu 2-3 fois des courses importantes pour aller combler ou se dire ok, si ça bascule pas de notre côté, on est en place pour défendre. Et c'est un secteur que les Bleus travaillent énormément. Ils passent leur journée à faire ça. Honnêtement, rien qu'en novembre, on le faisait déjà énormément. C'est pas le travail le plus fun à faire. Honnêtement, tu prends des ballons toute la journée sur la tête, mais ça paye le week-end et c'était un gros focus qu'on devait faire parce que les Irlandais étaient en avance, les Anglais aussi, les Australiens, ils le sont toujours un peu parce qu'ils sont des profils très aériens, etc. Mais ils viennent du 13 notamment. Contre l'Afrique du Sud, tu perds le match en quart de finale parce que tu prends 3 ballons aériens et tu les perds les 3. Donc c'était vraiment un secteur où il fallait s'améliorer et ils le font très bien. En plus, il y a des profils comme Atisobe notamment qui peuvent aujourd'hui te permettre, qui sont très bons dans les airs, très aériens et qui te permettent de passer ce cap. Ouais, moi par rapport à ça, c'est vraiment un point qui me fait énormément plaisir. Tu as parlé d'Atisogbe, il a été très très bon. Moi, je suis obligé de forcer de constater. Alors effectivement, on avait un retard, mais pour moi, ce qui fait énormément de bien à ça, c'est la passerelle avec le rugby à 7. Aujourd'hui, Pau, en top 14, a mis un tel niveau sur le jeu aérien parce qu'ils ont Grégoire Arfeuille, parce qu'ils ont Aaron Grandidier, Bayonne l'a fait, Capilla. On a vu Atisogbe très bon, on a vu Louis Bielbiaré aussi très bon, mais en fait, si tu veux, tu as de plus en plus de joueurs en top 14 maintenant sur les duels aériens et avec en plus la règle des escortes qui a été enlevée, qui vont chercher les ballons à deux mains, qu'en fait ça augmente le niveau d'exigence de tout le monde. Donc tout le monde a progressé dans ce sens-là. Et tu vois, j'en discutais avec Aaron Grandidier à la fin d'un match. Il dit moi ma carte à jouer elle est là-dessus. Forcé de constater que du coup tout le monde a haussé son niveau parce qu'on se dit attention, Grandidier il est très fort sur ça, moi il faut que je sois capable aussi de performer. Donc
je trouve que c'est une réussite et comme quoi le rugby à 7 peut très bien servir le rugby à 15 et ça, j'en suis très content. Aux yeux du grand public, Grand Didier, c'était pas forcément le plus pressenti il y a quelques mois quand il est rentré pour la première fois dans la liste. Mais tu sais que je l'avais annoncé justement pour ce que tu dis là. Je disais, mais en fait, il a un super pouvoir. Exactement. Aaron Grand Didier. On parlait du super pouvoir Cameron Wauquiez sur la touche, qu'il l'a installé pendant longtemps en équipe de France. Là, il performe super bien, il revient. Le pied, enfin voilà, il y a plein de super pouvoirs. Bah, le sien, c'est ça aussi. Ah, clairement. C'est incroyable. Il monte très haut, il est très précis. Même en finale des JO, c'est un truc qui fait qu'on récupère des ballons dans les airs. C'est un truc qui travaille énormément. Donc forcément, il a ce super pouvoir-là et il sait que ça peut faire des différences, surtout au niveau international, parce qu'on en joue beaucoup. Tu sais que sur Canal, on a fait, j'ai fait sur Aaron Grand Didier, on a voulu étudier vraiment ce super pouvoir qu'il avait. Ouais. Juste à titre de comparaison, il fait partie des 3 mecs qui ont le plus long temps de suspension par rapport à la NBA. Okay. On a comparé ça par rapport à NBA. Il y a LeBron James, il y a Anthony Edwards, je ne me rappelle plus le 3e. Il est capable de rester quasiment 3 secondes en l'air. C'est colossal. C'est monstrueux. Et en top 14, cette saison, il est monté bras tendu à plus de 3 mètres et quelques. Donc c'est complètement dingue. Mais quand tu parles de super pouvoir, pour le coup, c'en est vraiment un. Ah ouais, c'est clair. Genre, là, avec les datas, c'est fou, encore plus choquant. Ouais. Y a eu un truc ce week-end un petit peu particulier, notamment du côté des Royaumes-Unis. Il y a eu une pub pendant le match. Donc c'était le cas lors de France-Irlande avec un écran scindé en préparation de mêlée où il y a une publicité qui est apparue à l'écran. Qu'est-ce qu'on en pense ? Sachant que Sia Colissi a dit que c'était disrespectful to the game. Ça veut dire que ça ne respecte pas le jeu. Qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Bah, si elle l'a dit, on est obligé de... c'est mon ami, vu que c'est mon ami. Et que... Non, mais en vrai... j'ai pas trop d'avis par rapport à ça. S'ils le font, c'est qu'ils doivent en gagner beaucoup d'argent à le faire. Bon, il est que là l'objectif. Et le rugby, il tend énormément. Hein, donc, bien sûr. Ça fait partie peut-être des évolutions. Est-ce que c'est bien ? Je suis pas sûr. Mais ça sera comme ça. De toute façon, c'est pas nous qui décidons. Colissi a ajouté notamment que la mise en place d'une mêlée, ça faisait partie du rugby et que en fait, il fallait quand même faire attention à ce qui pouvait arriver ensuite. Ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve ça pourri, mais moi j'ai envie d'aller plus loin. Pour moi, les pubs juste après les hymnes, déjà je les supporte pas. Ça c'est dur. Parce que si tu veux, tu étais dans une telle émotion de l'hymne, etc. Et on dit allez, on revient après la pub. Wow, mais qu'est-ce qui se passe entre temps ? Si elle est dure, je suis d'accord. Et en fait, rien que ça déjà, mais après, comme dit Gaël, aujourd'hui, ça fait partie des évolutions. C'est un business. Les chaînes, on a vu eu le Super Bowl ce week-end aussi. Qui lâchent certains matchs, ils ont besoin de gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, mettre ses pubs à ce moment-là, c'est ce qui rapporte le plus. Attention, parce que moi, je trouve que pour le supporter, tu lui fais mal, quoi. On parle de télé. Tu voulais nous parler des réalisateurs, Sacha. Ouais, mais ça, c'est aussi un peu mon côté supporter. Et puis maintenant que j'y bosse un petit peu là-dedans, c'est vrai que on se rappelle de Lowe en Irlande. En fait, je me suis rendu compte que je trouvais que le poids du réalisateur pouvait affecter le match d'une manière de ouf. Et si on prend l'exemple de ce week-end, alors tant mieux, c'est pour nous en tant que Français. Mais tu vois, moi, j'aurais bien voulu revoir s'il n'y a pas en avant d'Antoine Dupont à la sortie de la mêlée. Il y a une passe litigieuse, tu vois, sur le coup, je ne l'avais pas vue. Et en fait, je me suis vraiment posé cette question. Et maintenant que j'ai la chance de travailler un peu là-dedans, j'en ai parlé. Alors, j'ai eu Mathieu Rénal au téléphone par rapport à ça, parce qu'il était à un moment donné question de former peut-être des arbitres à ce qu'ils deviennent réalisateurs. Okay. Et donc, en me renseignant, en discutant notamment avec Mathieu Rénal, j'ai appris, et ça, je trouve ça complètement fou, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. La réalisation pour le tournoi destination, elle est faite par le pays qui reçoit le match. C'est-à-dire que tu vas jouer en Angleterre, le réalisateur, il est anglais. Tu vas jouer en Irlande, c'est irlandais. Tu vas jouer en France, c'est français. Si tu es sur un match taille-taille, que tu es sur un réalisateur qui est peut-être un peu coquin, c'est pas leur but, pour en avoir discuté avec eux, vraiment pas. Mais je trouve ça dingue, non ? Ouais, c'est fou, c'est fou. Ça, je savais pas que ça a été fait par une prod en interne, mais c'est quand même un facteur qui peut forcément aider. Et je le vois quand je te racontais l'anecdote en Irlande, c'est vraiment le cas. Parce que tu lui demandes les images, il les sort pas, le mec. Donc, non, parce que nous, on s'en est plein souvent de ça. Tu sais, c'est presque même, on a l'impression d'être dans la théorie du complot, presque, tu sais. Mais en fait, on voit l'exemple de ce week-end, des situations que tu as dit. Après, là, j'ai pas l'info, mais est-ce que c'est quand même pas, genre, nettoyé tout de même par le TMO, ces situations-là, même si on le voit pas, nous, à l'écran ou sur un ralenti, tu vois ? Oui, bien sûr. Mais c'est l'angle que tu as, en fait, comment ça a été filmé. Donc oui, après, si le TMO il demande toutes les images, il est obligé de lui fournir toutes les images. Il peut pas dire non, tu vois ce que je veux dire. Donc, mais en vrai, des fois, quand il y a des coupures, des pauses,
il met ce qu'il veut. C'est pas le TMO qui le met. Donc si l'arbitre regarde à l'écran et que tout le monde crie et que les supporters ils crient tout en même temps, excuse-moi, ça devient, ça devient énigmatique et du coup tu regardes. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc c'est comme ça qu'il peut en jouer. Mais après, s'il y a le TMO qui demande... quand t'as 12 fois le ralenti, il y a 15 caméras. Pour les matchs comme ça, il y a 15 caméras. Donc t'as 15 trucs à voir. C'est très compliqué. Juste par rapport à ça, il n'y a que pour la Coupe du Monde que la réalisation elle est faite par World Rugby. Parce que ça coûte beaucoup d'argent. Ouais, bien sûr. On a envie de dire tant mieux, tu vois. Ouais. Et après, je suis même allé un peu plus loin, parce que je sais que vous êtes friands. Mais en fait, j'ai discuté un peu, pas avec le réalisateur de ce week-end, mais avec le mec justement qui lui a fourni les ralentis. Et en fait, déjà, ça coûte énormément d'argent, la production, le car, etc. Il y a des soucis d'argent. Donc, il devait y avoir 2 cars, par exemple, ce week-end, il n'y en a eu qu'un. Donc déjà, c'est pas idéal pour faire ça. Et ensuite, ce qu'il m'expliquait, c'est que lui, il doit fournir des ralentis en fonction de ce que la chaîne de télévision lui demande. Et en fait, France Télé, parce que ça touche du grand public, parce que tu n'as pas que des connaisseurs comme nous, en fait, il demande d'avoir des ralentis qui sont beaux, en tout cas qui sont assez télévisuels, bien sûr. pour que ça touche le grand public. Donc en fait, revoir un ralenti dans l'angle pile parfait, c'est pas spécialement ce que les mecs attendent. Ils veulent plutôt comprendre le geste, le talonnage, etc. Et c'est ce qu'il m'expliquait. Lui, en fait, il suit une trame. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est priorité à l'image, priorité à la... En fonction du pays qui réalise, Et donc, du coup, pour la France, c'est un peu ça. Pour le coup, là, ce week-end, je crois qu'il n'y avait pas débat, quoi qu'il arrive. Et tu peux pas annuler l'essai de Louis, il est magnifique. La double accélération, tu peux pas. T'aimes pas le rugby. Non, il est magnifique. Après, c'est vrai que peut-être qu'il est en avant, mais bon, c'est vrai que ça nous sourit pour une fois, donc tant mieux. On saura jamais. C'est pas nous. Donc, non. Après, les réalisateurs ont aucun intérêt à pas montrer des plans, bien sûr. De pas montrer les ralentis et tout. Ils sont tous ultra pro sur ça. Ce week-end, on a eu Italie-Écosse. Ça a été un match très particulier parce que les conditions c'était dantesque, une piscine littéralement. Vous avez pensé pas toujours le ah ouais vraiment c'était lunaire. Vous avez pensé quoi de ce match un petit peu? J'ai pensé déjà que pour jouer dans ces conditions il faut vraiment être courageux et là franchement ça a dû leur piquer. Après les Italiens ont eu un état d'esprit, une défense de malade, ils gagnaient tous leurs duels, on sentait que déjà il y a une question que je me suis posée, c'est la composition d'équipe de l'Écosse, elle m'a un peu intrigué. Je me demande pourquoi Blair Kinlaw ne jouait pas le match, pourquoi le Sud-Africain Van der Merwe ne jouait pas le match aussi. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas j'ai l'impression que ça m'a un peu intrigué. Sur un gros match comme ça, d'entrée, l'Italie, ils sont en forme, etc. Je trouve que c'est quand même bizarre. Graham aussi, l'ailier, n'a pas joué. Sur le banc, il rentrait. C'est un peu bizarre comme choix, mais bon, à part ça, ils ont fait un match très moyen dans l'intensité. Et les Italiens, ils ont été héroïques, honnêtement. Mais ils ont été tueurs, ils ont 2 grosses occasions, ils sont tueurs. Et après, moi, ce qui m'a surpris, c'est la conquête. L'Écosse était à la rue complet sur la touche, ils se sont jamais trouvés. Alors les conditions n'aident pas, mais les Italiens, eux, se trouvaient. Et on a vu des mêlées qu'on peut voir en Pro D2. Des trucs où ils se font rouler dessus sur 10 mètres, c'est lunaire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas si cette Écosse affiche ce niveau de conquête pendant le tournoi, ils peuvent être très déçus à la fin, je pense. Pourtant, ils sont bons dans ce domaine-là, d'habitude. C'est une équipe toujours difficile à manier, etc. Et c'est vrai que là, ils ont été surpris par les Italiens. Pour moi, les Écossais, ils étaient plus favoris que l'Irlande avant ce début du tournoi. Donc, c'est vrai que je suis assez surpris par ça. Après, pour revenir sur l'Italie, l'Italie, à contrario, à l'instar de l'Irlande et du Pays de Galles, qui sont des nations qui sont, je trouve, en train d'être en total déclin, elle, c'est une nation qui monte, qui se structure, aujourd'hui, qui a de plus en plus de licenciés, qui a quand même un grand nombre d'habitants, donc tu as de plus en plus de gens qui viennent, elle se structure, elle prend des mecs qui comprennent. Je pense à Philippe Doucy, tu connais bien, qui les aide énormément sur tout ce qui est skills, etc. Ils sont vraiment en train de progresser. Et je pense que l'Italie, ça fera partie des nations dans un futur proche ou moyen proche qu'il faudra surveiller. Il y a une équipe qui a été en difficulté aussi ce week-end, un peu comme l'Écosse, mais de manière beaucoup plus importante, c'est le Pays de Galles, qui a perdu sur le score de 48-7 à Twickenham. Ça a été très compliqué aussi pour les Gallois, pardon. Là, c'était. Mais là, j'ai envie de dire. Mais c'est évident. On le savait tous. On le sait que ça va être compliqué pour eux encore. Ils ont un souci de génération où on a été habitué à une génération de dingue. Moi, j'ai joué contre eux, ils étaient injouables. Génération dorée. Exactement. Mais est-ce que justement, génération dorée, c'est pas parfois l'arbre qui cache un peu la forêt? Oui, totalement, parce qu'ils ont performé pendant 10 ans. Et depuis, là, c'est un peu le trou noir pour eux, malheureusement. Et il faut un nouveau cycle, il faut des nouveaux joueurs, des nouveaux entraîneurs, peut-être une nouvelle façon de manager leur ligue aussi.
pour attirer plus de monde. Et voilà, le vrai problème, il est là, il est profond. C'est qu'en interne, pour ceux qui savent pas, le Pays de Galles, c'est très compliqué. Là, ils vont enlever une franchise l'année prochaine parmi les 4 qu'ils ont. Ouais. C'est galère. Économiquement, ils sont en grande difficulté, mais comme dit Gaël, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Ils ont surfé sur une génération dorée, Gavi Zenson, James Hook, Faletao, Bigard, etc. Aussi, ouais. Mais c'est un petit peu comme l'Irlande. Moi, je fais vraiment ce parallèle avec l'Irlande, parce que l'Irlande, la moyenne d'âge ce week-end, c'est 29 ans. C'est beaucoup. Si tu prends les U20 irlandais, ils ont fini 11e du dernier tournoi de la dernière Coupe du Monde, juste devant l'Espagne, derrière la Géorgie, derrière l'Écosse. Enfin, c'est des nations qui sont en grande difficulté parce qu'elles réussissent pas à avoir l'attractivité qu'on a. Leurs meilleurs joueurs partent pour gagner plus d'argent, partent en France, partent au Japon, partent à l'époque en première chip, tout ça. Et donc, en fait, ils sont vraiment en difficulté. Donc, les franchises, en fait, ça a tué les clubs et c'est ce qui nourrissait quand même le Pays de Galles. Ils n'ont pas investi assez sur ça. Donc, ils sont vraiment en difficulté et ça me fait peur, franchement. Et ça va continuer, je pense. Ouais, donc pour le tour à destination, c'est terrible, moi, je trouve. L'Irlande, jusqu'à la Coupe du Monde, je pense pas, parce qu'ils ont quand même des joueurs d'expérience qui vont manquer ce week-end, et ça s'est vraiment ressenti. Au complet, ils vont rivaliser, j'en suis persuadé. Par contre, le Pays de Galles, c'est une certitude que ça va être très compliqué pour eux pendant un petit moment. J'ai l'impression. En fait, ce qui est un petit peu terrible, c'est que ce week-end, tu peux mettre ce que tu veux. Parce que j'ai pas trouvé l'Angleterre immense ce week-end, mais après, tu joues contre une équipe tellement faible aussi. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que ce week-end, tu peux parler de, ok, la conquête, parfois la touche, ils se sont pas trouvés, ils ont peut-être laissé passer quelques munitions, mais ils ont eu quand même des ballons, ils ont eu des choses à faire. T'as pas le talent pour gagner ce match. T'as même pas le talent pour créer du danger. C'est terrible. T'as Riz Hamid. Ouais, voilà, c'est le seul. C'est pas ils ont des très bons joueurs, mais c'est le fonctionnement. Ça manque on le sent, il manque un truc. Et j'en parlais avec Will Rowlands, qui était le capitaine du Pays de Galles, qui jouait avec moi au Racing 92. C'est pour ça qu'il a arrêté. C'est parce qu'il sentait aussi, je pense, que au fond, ils allaient continuer à perdre et que c'est compliqué. Et moi, je l'ai vécu cette période avec l'équipe de France. Ouais, bien sûr. T'avais des très bons joueurs. Je pense pas qu'on avait un manquement de génération, mais c'était tout ce qui fonctionnait autour, les coachs, le ci, le là. Il n'y a rien qui allait. Donc, c'est vrai que ça a pesé. Et c'est des cycles qu'il faut réussir à casser, quoi. Voilà, pour le moment, je vois pas le bout du tunnel pour les Gallois. Même s'ils ont fait en U20, ils ont perdu que 3 points en Angleterre. Ouais. Et pourquoi pas, à l'instar des Irlandais qui en ont pris 50 contre les Français. C'est clair. C'est clair. Et le match de dimanche, on le voit comment, messieurs? France-Pays de Galles. Honnêtement, c'est pas Pays de Galles français, mais je n'aime pas trop parler de manière, on va dire, en étant facile et en manquant d'humilité, mais normalement, ça devrait largement le faire, parce que quand tu vois le niveau de l'équipe de France actuelle et le match de jeudi dernier, c'est sans équivoque pour moi. 5 points obligatoires aussi. Oui, ça serait bien. Pour si on veut faire le grand chelem, c'est important. Justement, ou ne pas dépendre du grand chelem. Mais il ne faudra pas les sous-estimer et leur manquer de respect. C'est ce qu'il faut dire aussi aux gens et aux jeunes joueurs. Il ne faut pas arriver les mains au haut du guidon, parce qu'un match de rugby, c'est toujours très difficile. Et le combat, il va prendre une grande partie dans ce match, parce qu'ils vont jouer chez eux, ils vont se transcender, parce que voilà, ils savent qu'ils peuvent faire un coup d'état, et je pense qu'ils auront à cœur de... En tout cas, les 20 premières minutes, elles seront pas faciles à jouer, je pense. En plus, il y a... c'est ça. Mais l'année dernière, ils avaient bougé un peu les Irlandais aussi chez eux. Ils s'étaient quand même accrochés. Après, je pense que la France, tu es très bien placé pour le savoir. Tu vas te préparer de la bonne manière aussi. Oui, bien sûr. J'imagine mal l'état d'esprit. Fabien Galtier va mettre les warnings et ça ira. Ça, je suis pas inquiet du tout. Mais c'est important d'arriver avec beaucoup d'humilité. Prono ? Moi, je vois plus d'une 30aine de points pour les Français. Moi, j'allais dire quasiment 60. Ah ouais, 60. Ouais, je pense. Moi, je vois un... Will Rowlands, il va me dire, mais t'es sérieux, tu ne respectes pas. Un truc où on en met 40, on n'est pas inquiété. Un peu comme ce week-end. Chez eux, c'est jamais facile. Ils se transcendent, t'arrives, le stade, il est fermé, il y a des flammes partout, les mecs, leurs familles, etc. Ils vont arriver comme des fous. Ouais. Donc, je pense que ce ne sera pas si facile que ça, mais par contre, je vois une victoire large pour les Français, parce que dans l'usure, dans les basiques, la conquête, la touche, la mêlée, on est au-dessus, je pense. Moi, le truc et c'est pour ça que j'ai dit 60, parce qu'aujourd'hui, tu as une équipe de France où tout le monde veut gagner sa place. Ouais. Et qu'en fait, peut-être à l'instar des années précédentes, où tu savais que tu avais des mecs qui étaient installés, là, c'est une opportunité pour un joueur de marquer des points, de marquer des essais, de taper gros. Et je pense que du coup, collectivement, ça va... Oui, ça c'est sûr. Et j'ai hâte de voir s'il va y avoir des changements. Ouais. Si Fabien va opérer des changements, j'aimerais bien voir ce qui va se passer, parce que je pense que ça peut être intéressant de
de tester certains joueurs, sans dire de nom, parce que voilà, on n'est pas là pour dire ça, mais je pense que ça pourrait être intéressant de voir des mecs qui n'ont jamais eu l'opportunité d'y être. Eh bien, dans les commentaires, dites-nous ce que vous aimeriez voir en compo et peut-être un petit prono aussi du match. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker ou à noter si vous êtes sur une plateforme d'écoute. Ça ferait extrêmement plaisir. C'était très cool, les gars. Toujours, à chaque fois. Toujours un bonheur de se retrouver là. J'ai eu 9 heures de train aujourd'hui pour arriver. Et on est ton rayon de soleil. Ah ouais, vraiment, ça a égayé ma journée. Finalement, c'est une bonne journée, vous voyez. Parfait. Merci beaucoup. À la prochaine. C'était Sacha, Gaël et Noé. Bisous.